Nous allons voir dans cette 5e partie concernant la production comment mesurer la croissance économique d'un pays. Pour les savoir, nous allons voir que le PIB est la somme des valeurs ajoutées. Nous allons également expliquer que la croissance économique d'un pays est mesurée grâce à la variation du PIB. Et enfin, nous verrons également les grandes tendances mondiales sur plusieurs siècles de la croissance économique, ainsi que ce qui a pu déclencher cette croissance. Pour les savoir-faire, nous allons distinguer valeur nominale et valeur réelle à partir de l'exemple du PIB. Nous verrons également des lectures de graphiques, des séries chronologiques de la croissance dans le monde et en France. Et enfin, pour terminer, nous rappellerons également comment mesurer des évolutions à partir du taux de variation et du coefficient multiplicateur. Tout d'abord, à la découverte du PIB. Vous allez pouvoir mettre cette vidéo en pause et cliquer sur le lien du document 1, ce qui vous permettra de voir une vidéo Dessine-moi l'éco. Qu'est-ce que le produit intérieur brut ? Pour compléter le document suivant, vous aurez besoin des premières minutes, donc moins de 2 minutes, 1 minute 40 exactement, pour pouvoir compléter le texte. Vous avez écouté, regardé la vidéo, vous avez sans doute aussi complété le texte, vous allez pouvoir maintenant le corriger. Donc le produit intérieur brut est un indicateur qui mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans le pays au cours d'une année. Pour le calculer, une des possibilités est d'additionner les valeurs ajoutées de tout ce qui est produit dans le pays. On distingue 2 types de valeurs ajoutées. Tout d'abord, les valeurs ajoutées des productions non marchandes, donc des administrations, des associations, et les valeurs ajoutées des productions marchandes, c'est-à-dire celles qui sont produites par les entreprises. Elles sont égales à leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix des produits multiplié par la quantité de produits vendus, moins l'ensemble des biens et des services qui sont détruits ou transformés lors du processus de production, c'est-à-dire les consommations intermédiaires. Pour les productions non marchandes, comme la plupart du temps elles ne sont pas vendues, il n'y a donc pas de chiffre d'affaires. Dans ce cas, on se contente d'évaluer la production non marchande par ce qu'elle coûte à produire. Ce sont les coûts de production. Pour l'éducation nationale, il s'agit en grande partie, par exemple, des frais de personnel. Pour mesurer la valeur ajoutée de l'éducation nationale, on enlève à ces coûts de production les consommations intermédiaires, comme dans le cas de la production marchande. La notion de prix se retrouve donc dans les valeurs ajoutées qui sont utilisées pour le calcul du PIB. On parle de PIB nominal. Or, si les prix augmentent d'une année sur l'autre, le PIB va augmenter, alors que la quantité produite n'aura pas augmenté. Pour pouvoir comparer le niveau de richesse d'un pays d'une année sur l'autre, il faut donc enlever la variation des prix pour se rendre compte uniquement de la variation des quantités produites. Pour cela, on utilise l'indice des prix à la consommation, l'IPC, mesuré par l'INSEE. On obtient alors le PIB dit réel, ou qu'on appelle également le PIB en volume. Comment passe-t-on du PIB à la croissance économique ? C'est ce que nous allons voir dans cette 2e partie. Prenez le temps de lire le document en mettant sur pause pour pouvoir ensuite répondre aux questions. Pourquoi est-il important de mesurer l'évolution du PIB en volume et non en valeur ? Comme on vous l'explique dans le petit texte, ou comme on vous l'illustre aussi avec le petit dessin, l'évolution du PIB en valeur comprend à la fois un effet quantité, donc l'augmentation des richesses qui sont produites d'une année sur l'autre, mais aussi un effet prix qui est dû à la seule augmentation du niveau général des prix, ce qui est mesuré par le taux d'inflation. Or, si une entreprise réalise plus de chiffre d'affaires parce qu'elle a tout simplement augmenté le prix des produits qu'elle vend sans avoir augmenté la quantité, il y a ici une illusion d'avoir plus de richesses produites alors qu'en réalité c'est faux. Il faut donc gommer cet effet prix. En économie, on dit qu'on va déflater la valeur de la production. La croissance en volume correspond donc à la croissance réelle
car elle indique l'augmentation du PIB après avoir éliminé la hausse due à l'augmentation des prix, donc après avoir éliminé l'inflation. Comment calculer la croissance économique? Vous avez, à partir de cette petite liste à gauche, à choisir les éléments qui vous permettent de calculer la croissance économique pour une année donnée, c'est-à-dire l'année N. L'année N-1 étant l'année précédente. Attention, certaines données ne sont pas à utiliser, d'autres par contre peuvent être utilisées plusieurs fois. Ici, nous allons éliminer d'emblée les PIB en valeur, puisque la croissance économique se calcule à partir des données réelles, des données en volume. Le PIB en volume de l'année N, c'est ce qui correspond à la valeur d'arrivée, qu'on va appeler VA. Le PIB en volume de l'année N-1, de l'année précédente, sera donc la valeur de départ qu'on va appeler VD. Pour calculer la croissance économique, nous allons donc appliquer le calcul suivant. Le PIB en volume de l'année N, valeur d'arrivée, moins le PIB en volume de l'année N-1, valeur de départ, divisé par le PIB en volume de l'année N-1, celui de l'année de départ. Et cette croissance économique, nous allons l'exprimer en pourcentage, donc on n'oublie pas de multiplier par 100. Vous retrouvez ici un indicateur que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit du taux de variation. Ici, c'est le taux de variation du PIB en volume. Au passage, je vous rappelle que PIB en volume, c'est équivalent à PIB réel, de même que PIB en valeur est équivalent à PIB nominal. Si on calcule la croissance économique entre 2017 et 2018, on aura donc l'année N 2018 et l'année N-1 2017. On applique le taux de variation, valeur d'arrivée moins valeur de départ, divisé par la valeur de départ, le tout multiplié par 100, ce qui nous donne à partir de du montant des PIB réels en 2017 et en 2018, donc 2285,9 milliards moins 2247,2 milliards, divisé par 2247,2 milliards, et le tout multiplié par 100, on trouve donc une croissance économique de 1,7%. Le document 3 présente l'évolution du PIB en France en valeur et en volume, en pourcentage, de 1950 à 2018. Première remarque, si l'on veut s'intéresser à la croissance économique, il faudra donc regarder la courbe orange qui correspond à la croissance en volume uniquement. Faisons quelques clés de lecture pour comprendre le graphique. Tout d'abord, les données correspondant à l'année 1950 et ensuite on fera celle de 2018. En France, en 1950, le PIB en valeur avait augmenté de 17% environ, alors qu'en volume, la hausse n'était que de 8%, ce qui, soit dit en passant, est tout de même un fort taux de croissance économique, plus 8% d'augmentation du PIB en une seule année. Pour l'année 2018, la croissance du PIB en valeur était d'à peine 3%, alors qu'en volume, elle n'est que de 1,7%. Au passage, vous remarquerez que les deux clés de lecture sont construites différemment. C'est volontairement pour vous montrer le lien qu'il y a entre PIB et croissance économique, mais aussi pour que vous preniez conscience de la différence. Ainsi, dans la première phrase, pour 1950, le PIB réel, le PIB en volume, a augmenté de 8%. C'est donc la lecture ici du taux de variation. Alors que dans la deuxième clé de lecture, on dira que la croissance économique, donc la croissance réelle du PIB, est de 1,7%. Il ne s'agit pas ici de dire que la croissance a augmenté de 1,7%, puisque la croissance économique est en elle-même un taux de variation. Donc la croissance est de 1,7%. Quel est l'écart entre les deux courbes? Que signifie l'écart entre les deux courbes? Il s'agit en fait de la hausse des prix, puisque la courbe violette correspond à une croissance
en valeur, donc du PIB. Elle regroupe à la fois l'effet prix et l'effet quantité. Et la courbe en orange, la croissance en volume. Par conséquent, nous avons gommé l'effet prix. L'effet prix représente bien l'écart entre les deux courbes. Pour terminer, nous allons voir maintenant les grandes tendances mondiales de la croissance. Vous avez avec ce document 4 l'évolution du PIB mondial depuis l'an 1 jusqu'en 2015. Par combien a été multiplié le PIB mondial entre 1900 et 1950 tout d'abord, puis entre 1950 et 2000 ensuite. Dans les deux cas, nous avons 50 années donc, de séparation. Pour rappel, le coefficient multiplicateur, c'est le rapport entre la valeur d'arrivée et la valeur de départ. Pour le premier calcul, il s'agit donc de faire la division entre 9 250 milliards d'une part, le PIB mondial pour l'année 1950, divisé par 3 420 milliards donc de dollars, le PIB mondial pour l'année 1900. On obtient un résultat de 2,5. Même principe pour la période 1950-2000, ce qui nous donne un coefficient multiplicateur de 6,8. Comment lire ces deux résultats? Comment rédiger une phrase d'interprétation? Le PIB mondial a été multiplié par 2,7 entre 1900 et 1950 d'une part, et par 6,8 entre 1950 et 2000. Peut-on dire que cette croissance a suivi une évolution régulière, linéaire, depuis 2 millénaires? Si on regarde la courbe qui montre l'évolution du PIB mondial, on se rend compte que la croissance n'est pas du tout linéaire entre l'an 1 et aujourd'hui. On observe par exemple que pendant le premier millénaire, le PIB mondial n'a quasiment pas augmenté. Il est resté quasiment au même niveau. Entre l'an 1000 et 1500, le PIB mondial a quasiment doublé. Ensuite, entre 1500 et le début du 19e siècle, il a presque triplé. Et si on observe l'évolution du PIB mondial jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une accélération de la croissance et on peut même qualifier cette croissance d'exponentielle. Nous venons de le démontrer tout à l'heure avec le calcul des coefficients multiplicateurs, notamment entre 1950 et 2000. Ce qui explique l'accélération de la croissance, c'est notamment la révolution industrielle. Je vous laisse lire le document pour ensuite répondre aux questions. Qu'est-ce qu'une révolution industrielle? C'est une période qui est marquée par de profondes mutations, tant au niveau économique qu'au niveau social. Ce sont des innovations technologiques qui bouleversent les façons de produire. Les économistes repèrent 3 grandes périodes dites révolution industrielle. Les 3 apparaissent ici dans le texte avec des couleurs différentes. La première est apparue à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. Elle est marquée par une révolution agricole, puis ensuite industrielle dans le secteur textile, puis sidérurgique, avec des innovations comme la machine à vapeur et l'énergie du charbon. La deuxième révolution industrielle se développe en Europe et aussi aux États-Unis avec l'industrie automobile, autour de l'utilisation du pétrole et également de l'invention de l'électricité. Puis enfin, la troisième révolution industrielle est celle du XXe siècle, depuis les années 70, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec aussi les nouveaux matériaux. Dans le texte, on ne fait pas vraiment référence à une énergie, on peut tout de même souligner l'énergie nucléaire, et puis aussi bien sûr le développement maintenant des énergies renouvelables. Fin de la séquence 5.